Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment créer, configurer et puis utiliser, lancer des threads POSIX temps réel. Et pour ça, il faut tout d'abord avoir un système d'exploitation cible temps réel qui répond aux normes POSIX. Alors par exemple pour ça, vous pouvez utiliser un Linux temps réel qui a été présenté dans une autre vidéo. Et par exemple, ce Linux temps réel, on peut le faire tourner sur un Raspberry Pi. Et en plus, quand on fait du temps réel, en général, on ne fait pas du développement sur la machine cible, qui, elle, fait tourner le système d'exploitation temps réel. Et donc, ce qu'il faut ici, et ce qu'on va utiliser, c'est une station de cross-développement. Donc, le Linux qu'on a ici, c'est le Linux de développement. Et ce qu'on va faire, c'est cross-compiler et cross-développer pour le Linux temps réel cible sur le Raspberry Pi ici. Et donc, pour aller voir comment configurer tout ça, la station de développement et le Raspberry Pi, avec l'OS temps réel, la cross-compilation, tout ça, la toolchain, vous pouvez aller voir une autre série de vidéos consacrée spécialement à ça. Et c'est parti dans Eclipse, qui est donc l'IDE utilisée dans cette vidéo pour faire de la cross-compilation. Et donc on repart dans un projet de cross-compilation qui a donc déjà été configuré comme expliqué dans l'autre série de vidéos. Et comme on va faire du multithreading, la première chose à faire, c'est inclure pthread.h. Donc pthread pour POSIXthread. Alors, en plus d'inclure le header, il faut déclarer toutes les bibliothèques système liées à pthread. Et donc pour ça, on va aller dans les propriétés du projet, dans C++ build, settings, et donc dans le linker, dans le cross-linker du coup, dans les bibliothèques, on va aller ajouter pthread. Hop là. Et donc ici on a un petit programme de base qui va juste afficher cette ligne ici. On peut déjà, c'est toujours une bonne habitude, vérifier que ça fonctionne. Et donc ici notre programme il a bien été envoyé à notre machine distante en tant qu'utilisateur root. Alors quand on fait du temps réel c'est obligatoire de faire du root. Et donc idem pour configurer le cross-développement et le lancement à distance des programmes. Je vous rappelle qu'il faut configurer une connexion SSH. Et donc tout ça c'est présenté également dans l'autre série de vidéos. Et pour commencer, avant même de faire des appels à POSIX, on va écrire la fonction qui va être exécutée dans notre thread. Alors on va utiliser les conventions camel case. Donc on va écrire la fonction, pour l'instant qui sera vide, qui va être lancée lorsque notre thread sera lancé. Alors cette fonction-là, elle doit prendre son prototype, c'est un nom quelconque, avec un pointeur sur void qui sera casté vers le vrai type de la donnée que vous envoyez à votre thread, et le retour doit être aussi un pointeur sur void. Ça, c'est défini dans POSIX, dans la norme POSIX. Donc un thread POSIX doit toujours avoir ce prototype-là. Donc la fonction, pour l'instant, elle ne fait rien, et ce qu'on va faire, c'est la déclarer. C'est pas très propre, mais bon, c'est pour la vidéo. Normalement, il faudrait la mettre dans un header, évidemment. Ici, on va juste la déclarer au-dessus de la fonction main. Ok, donc là pour l'instant on n'a rien, on va commencer à créer nos threads. Et d'abord, les threads sont enregistrés au niveau du système d'exploitation comme des TID. Et donc nous, puisqu'on veut garder trace de nos threads, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un tableau de TIDs. Donc TID c'est comme PID, PID pour processus ID, TID pour thread ID. On va créer 8 threads pour l'exemple qu'on va voir ici. Et ok, ce tableau-là, ça peut rester en tant que variable locale de la fonction main. Ce qu'on va faire aussi, c'est déclarer des identifiants des threads qui ne sont pas des TID enregistrés au niveau du système d'exploitation, mais juste des identifiants qui vont du coup pour nous de 0 à 7. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les allouer, ceci, sur le tas. Alors ici, c'est pas obligatoire en réalité de faire une allocation dynamique pour nos ID locaux, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo dans cette playlist sur la pile et le tas pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ok, donc là on a nos ID et ce qu'on va faire, c'est configurer pour commencer et lancer nos threads. Donc on va faire ça dans une boucle. On va lancer nos 8 threads les uns à la suite des autres. Pour l'instant, on ne va pas faire de temps réel. Là, c'est vraiment juste la configuration des threads. Et avant de lancer le thread, on va mettre les
ID des threads à la bonne valeur. Donc ici entre 0 et 7. Et puis on va utiliser sans plus de configuration que ça, la fonction pthread_create qui va donc nous créer nos threads. Ok, et donc là-dedans, d'abord ce qu'il nous faut c'est un pointeur sur pthread_t. Et donc ici ce qu'on peut faire c'est, nous on va aller stocker donc le TID, enfin la fonction pthread_create va aller stocker le TID du thread nouvellement créé dans le tableau TID, mais alors le thread numéro i, on va pas le stocker dans le début du tableau, parce que ce pointeur ici, finalement, il représente le début du tableau. Donc on va faire le début du tableau plus i, ça nous fera bien un pointeur qui pointe sur la case numéro i de ce tableau-ci. Ensuite, il nous faut des attributs de thread. Alors pour l'instant, on va laisser ça à 0. On verra, on en parlera un petit peu plus après. Ensuite, il nous faut une routine de départ. Alors pour ça, on va envoyer notre thread function. Et le truc, c'est que ce que je viens d'écrire ici, alors sans la parenthèse du coup, c'est pas quelque chose de légal en C. On peut pas juste envoyer une fonction comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire en C, c'est envoyer un pointeur sur une fonction. Donc cet objet-là, c'est un pointeur sur une fonction qui prend void star et qui renvoie void star. Ça explique, si vous allez regarder à nouveau le prototype de cette fonction-là, ça explique ce qu'on a ici. Donc là, on a bien un pointeur sur une fonction qui prend un pointeur sur void et qui renvoie un pointeur sur void. C'est assez lourd à lire, mais ça a du sens. Ensuite, les arguments. Alors, les arguments, c'est du void star. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Enfin, en tout cas, l'argument, ça doit être un pointeur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer notre tableau local IDs. Alors, on ne va pas renvoyer la case 0 du tableau. On va renvoyer la case numéro i du tableau. Alors maintenant, pour vérifier que la création des threads ait fonctionné, on va quand même afficher le numéro de thread. Et là, il faut faire un petit cast de notre argument. Parce que là, on ne peut pas juste afficher dans la console le pointeur sur void. La première chose, ce pointeur-là, c'est de le caster en un pointeur sur int, parce qu'on sait que l'argument qu'on envoie ici, c'est vraiment un entier. Ça pourrait être aussi une structure, si vous voulez envoyer une structure de données plus complexe à votre thread, évidemment. Donc là, on a casté le pointeur sur void. On l'a casté en disant au compilateur, en fait ça, c'est un pointeur sur int, c'est pas un pointeur sur rien. Et maintenant, on va aller déréférencer avec l'opérateur étoile tout cet objet-là. Et je vous conseille, dans le doute, ça évite des erreurs et ça évite beaucoup de prise de tête, de rajouter encore des parenthèses autour. Comme ça, on est sûr de ce qu'on déréférence ici. Ok, donc on a notre thread, on peut rajouter ici pour être bien clair, on peut rajouter qu'il démarre. Et donc si on regarde le programme ici, ce qui va se passer, c'est que on crée nos TID, nos variables, etc. On lance nos threads, les threads vont démarrer, mais directement après la fonction pthread_create, on a un return du main. Donc en fait, on n'est pas sûr que nos threads vont être exécutés avant que le main ait terminé, et que donc l'OS supprime le processus pair, main, ainsi que tous les threads fils. Donc on va devoir attendre la fin des threads pour voir ce qu'il se passe. Et pour ça, on va faire ce qui s'appelle un join. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de le configurer. Par défaut, les threads seront joinable en POSIX. On en reparlera un petit peu après. On va donc créer une dernière boucle dans laquelle on va appeler une fonction POSIX bloquante. Cette fonction, c'est donc pthread_join. La fonction, elle attend un pthread_t. Mais alors, si vous regardez le prototype, vous voyez qu'elle n'attend pas un pointeur cette fois sur pthread_t. Pourquoi est-ce qu'elle n'attend pas un pointeur comme ici? Parce que la fonction, elle n'a pas besoin d'écrire cette valeur-là. Elle va juste la lire. Donc, on va envoyer la valeur du pthread_t, qui est en fait un entier, globalement. Cette valeur-là va être envoyée ici par copy, et non pas par pointeur, comme pour la fonction pthread_create. Et la fonction de return, on ne va pas la préciser, on va laisser 0. Donc, ça, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais
vous pouvez aller regarder le manuel de pthread join pour comprendre ce qu'on a dans cette fonction-là. Et donc, le TID qu'on veut joindre ici, c'est le IM élément de notre TID. Et donc, ça veut dire que cette fonction-là va bloquer le processus main tant que le thread dont le TID est celui-ci n'a pas terminé son exécution. Donc, tant qu'il n'est pas sorti de la fonction liée au thread. Ok, donc ça c'est bon, on va vérifier tout de suite. Et donc, ce qu'on a dans la console, donc là évidemment ça allait très vite parce qu'il n'y a pas de calcul du tout, hein, on a bien tous nos threads qui ont démarré les uns après les autres. Mais en fait, ce programme, je l'ai lancé un petit peu vite parce qu'il y a des choses qui manquent. Et la première chose, la plus importante, c'est la libération des ressources qui ont été allouées dynamiquement. Donc ici, on avait bien une allocation dynamique. Et ce qu'il faut faire systématiquement, c'est une libération des ressources allouées dynamiquement. Et donc pour ça, on utilise tout simplement free. Et qu'est-ce qu'on va aller libérer? C'est le tableau, mais on l'envoie, local IDs, comme ceci. On peut tout de suite se demander d'abord à quoi ça sert de libérer les ressources. Alors, si on fait une allocation dynamique, on demande au système d'exploitation de nous réserver un espace mémoire dans le segment lié au processus. On nous demande donc de réserver un espace mémoire de 8 cases pour des int. Et le truc, c'est que ce bout de segment de mémoire n'est pas réutilisable par le processus tant qu'on ne l'a pas libéré. Et donc c'est ça le problème. Ne pas libérer les ressources, c'est réserver de la mémoire qui n'est plus utilisée. Dans le cadre de ce programme très simple, ne pas faire free, c'était pas trop un problème. Alors il faut quand même le faire, la libération des ressources, mais c'était pas catastrophique parce que ici, lorsque le processus lié à cette fonction main au point d'entrée du programme termine, le segment de mémoire qui était réservé pour ce processus, il est supprimé. Et en tout cas, le système d'exploitation rend ce segment de mémoire utilisable pour un autre processus. Donc de fait, on aura forcément eu un free de cet espace mémoire-là. Mais vous devez faire du code propre et chaque allocation dynamique doit être suivie à un moment donné par une libération des ressources lorsque la ressource n'est plus utilisée. Et donc ici, la ressource, on est sûr qu'elle n'est plus utilisée après avoir fait un join du thread, puisque ça veut dire que le thread a terminé son exécution. La deuxième chose que j'aurais dû faire avant de lancer ce programme, c'est vérifier que les conventions de nommage des variables et des fonctions étaient bien respectées. Et en C, C++, à la différence de Python, on peut discuter des conventions. Ce que je vous conseille d'utiliser, quand même, ce qui est sûrement le plus standard, c'est le camel case. Et donc, on va faire un petit refactoring. Hop là, comme ceci. Alors, c'est discutable. Et d'ailleurs, si vous regardez, en fait, POSIX n'est pas écrit en camel case. L'interface POSIX utilise les conventions qui normalement sont plutôt utilisées en Python. Et avant de passer à la mise en place des priorités temps réel pour nos threads, on va reparler de cette fonction, la pthread_create, et surtout des attributs que vous voyez ici, des attributs de création des threads. Ici, on n'a pas envoyé d'attributs, et on va maintenant créer des attributs, initialiser les attributs, les configurer comme il faut, pour être sûr des attributs de notre thread. Alors, les attributs, ils sont donc de type pthread attr_t. Et pour être bien clair, on va les appeler thread attributes. Alors, ça, c'est les thread attributes, c'est bon, on peut regarder ce que c'est. Donc, c'est une union. Bon, bref, en fait, on ne va pas aller chercher ce qu'il y a dedans, puisqu'il existe des fonctions POSIX pour configurer ces attributs. Alors, d'abord, pour initialiser les attributs, on va utiliser la fonction pthread attr init qui demande un pointeur sur les attributs. Donc là, on va renvoyer l'adresse. D'ailleurs, l'autocomplétion nous le propose automatiquement. On va renvoyer l'adresse de notre thread attribute. Cette initialisation doit être suivie après utilisation. On va le faire tout de suite. Donc après la boucle de lancement des threads. Cette initialisation doit être suivie d'un destroy, d'une destruction des attributs. Et maintenant, on va
les utiliser, les attributs. Donc ce qu'on peut faire, c'est les envoyer simplement à la fonction ici. Donc la fonction, elle attendait un pointeur sur les attributs toujours. Et on va vérifier que ça marche de la même manière. Donc là, ce qu'on a, c'est les attributs par défaut qui ont été utilisés. Et d'ailleurs, dans ce deuxième lancement, il y a un truc qui est assez intéressant. Pour l'instant, on ne fait pas du tout de temps réel, donc on n'a pas d'ordonnancement entre les threads. Et vous voyez que même si la boucle for, elle crée les 8 threads directement les uns à la suite des autres, eh bien vous voyez qu'on n'a pas les threads qui démarrent dans l'ordre dans lequel on peut s'attendre. Parce qu'on n'a absolument pas précisé à l'ordonnanceur comment il devait traiter ces threads ici. Donc on n'a aucune garantie sur l'ordre d'exécution de ces threads. Alors on voit quand même un truc, c'est que sur le Raspberry Pi temps réel 4 cœurs, donc c'est un Raspberry Pi 3, vous avez d'abord les 4 threads qui démarrent, puis les 4 premiers qui démarrent, puis les 4 derniers, mais ça c'est absolument pas garanti. C'est tout à fait possible que vous ayez un des 4 derniers au niveau des ID qui est démarré à un moment donné avant les 4 premiers. Je répète qu'on n'a aucune garantie de l'OS ici concernant l'ordre d'exécution des threads. Et c'est pour ça qu'on va mettre des priorités de temps réel. Mais avant les priorités de temps réel, on va préciser un dernier élément pour les attributs, c'est est-ce que les threads peuvent être joints ou bien est-ce qu'on va créer des threads détachés qui auront une exécution plus indépendante par rapport au processus pair. Donc nous, ce qu'on va créer, c'est des threads qui sont joinable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller set, alors dans les attributs, on va aller set ce qui s'appelle le detach state, l'état de détachement ou non. Et donc d'abord on précise nos attributs et ensuite là il faut préciser un int detach state. Alors là l'autocomplétion ne marche plus du tout parce qu'il faut utiliser un define de POSIX qui s'appelle pthread create parce que c'est une option de création qu'on va utiliser. Et là si vous utilisez l'autocomplétion, vous avez deux define possibles. Nous ce qu'on va utiliser c'est pas de détacher parce qu'on ne veut pas un thread indépendant du processus main. On va créer un thread joinable qui en fait ne va pas libérer les ressources, qui ne va pas être détruit complètement sans que l'on ait fait pthread join ici. Alors on va relancer le programme, ça va donner la même chose. La grosse différence entre ce code-ci et celui qu'on avait juste avant, c'est que déjà il est plus propre, on est sûr de la valeur des attributs puisqu'on les a initialisés. Et en plus, si on veut créer des threads détachés, eh bien on va pouvoir le faire avec cette ligne-ci. Et on en arrive maintenant à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va aller mettre des priorités temps réel à nos 8 threads. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, on pourrait le faire au niveau des attributs, mais ici pour séparer un petit peu les concepts, on va faire ça dans le thread lui-même, parce qu'un thread, pour autant qu'il ait été lancé par un super utilisateur, peut décider de transformer son ordonnancement et sa priorité en temps réel. Alors avant de passer vraiment au tutoriel, quand même un petit détail, ce sera plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que l'ID local, on va le sauvegarder dans un int, ce sera plus facile pour les affichages console. Et là c'est parti pour le changement de politique d'ordonnancement et le changement de priorité. Alors comme pour les processus, ce qu'on va commencer par faire, c'est déclarer des paramètres d'ordonnancement. Donc une structure sketparam, qu'on va appeler par exemple params, tout simplement. Et l'élément le plus important de cette structure, qui est d'ailleurs souvent le seul pour les systèmes POSIX, c'est la priorité d'ordonnancement. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une priorité de base de 80, ce qui est déjà une très forte priorité temps réel. Au-dessus de 50, on est déjà sur des très hautes priorités de temps réel en Linux PreemptRT. Et à ça, on va ajouter l'ID du thread. Ok, donc ça, c'est la priorité. Et maintenant, on peut appeler directement, non pas sked setparam, mais pthread set sketparam, que vous avez ici. Et donc alors dans l'ordre, on a d'abord un pthread t qu'il faut envoyer. Pas un pointeur, mais vraiment là ce qu'on veut en fait c'est le TID. Et pour ça, eh bien, on va appeler une fonction qui s'appelle pthread self, qui va renvoyer le TID du thread appelant cette fonction-ci.
Ensuite, la politique d'ordonnancement. Alors, pour les politiques d'ordonnancement, il faut commencer, c'est dans un define POSIX, il faut commencer par écrire sked, autocomplétion pour aller fouiller un petit peu ce qu'il y a. Et alors, bon, les 3 politiques d'ordonnancement ici que vous pourriez avoir, on a deadline qu'on ne va pas utiliser, il y a FIFO, first in first out, donc ça c'est ordonnancement temps réel. On a sked autre, ça c'est ordonnancement non temps réel, et on a aussi le round robin ici. Nous on va utiliser le FIFO et les paramètres en pointeur, c'est donc notre structure params qu'on envoie ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est vérifier que la priorité a bien changé. En fait, bon, c'est pas spécialement intéressant de le faire. Il y a d'autres manières d'aller voir si la fonction a bien fonctionné ou pas, notamment en regardant la valeur de retour. Ici, c'est surtout pour vous montrer la fonction getSkedParam, parce que ça peut être utile de retourner voir la priorité d'un thread quand on écrit des algorithmes pour certains appels de fonctions. Donc, de manière assez semblable à ce qu'on a fait pour setSkedParam, on peut appeler la fonction pthread getSkedParam. Donc ici, il nous faut d'abord un pthread_t. Pour ça, on appelle à nouveau la fonction pthread_self. Et par contre, là, pour la politique, il nous demande un pointeur sur int. Pourquoi? Parce que c'est une fonction get qui va donc nous envoyer des valeurs. Et en fait, elle se sert des arguments d'entrée, avec les pointeurs, pour écrire des valeurs. Donc on va d'abord devoir déclarer un int. Ici, on va envoyer l'adresse de notre entier, et ensuite la structure qui va du coup ici être réécrite. Et puis on va pouvoir faire un affichage du numéro de thread, et puis on va rajouter sa priorité qui est donc contenue dans les paramètres, et ce sera la sked priority. S'il n'y a pas eu de priorité temps réel, par exemple si vous n'avez pas lancé le thread en tant que root, en tant que super utilisateur, la priorité ce ne sera pas celle que vous avez mise ici, mais ce sera normalement 0. Et je vous rappelle qu'en Linux temps réel, à la différence par exemple des STM32, les priorités les plus grandes et positives sont les priorités les plus importantes. Et on peut donc lancer notre programme sans faire de debug. Et donc là, on a bien nos threads qui ont tous démarré. Donc nos threads ont bien démarré, ils ont bien tous changé de priorité, gentiment les uns à la suite des autres. Mais maintenant, ce qu'on veut voir, c'est observer un comportement de temps réel avec les threads 4, 5, 6 et 7 qui sont censés avoir des priorités plus fortes, qui ont des priorités plus fortes que les 4 premiers. Et pour ça, on va simuler une charge de calcul. Alors, de manière très très bête, avec une bonne vieille boucle for, par exemple 500 millions d'itérations, ce qui devrait occuper notre Raspberry Pi à 1,2 GHz pendant un petit temps. Pas trop non plus. Ok, donc nos 500 boucles avec rien du tout. Et on va faire un petit affichage de fin de thread. Donc on va recopier tout ça. Et on va tester, voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez un truc bizarre déjà, c'est que l'affichage console, on a l'impression qu'il a un petit peu du mal. Et ça, on va le réexpliquer d'ailleurs. Là, même, il a bien eu du mal, l'affichage console. Alors, donc là, ouais, c'est pas très clair, parce qu'on n'a pas mis de protection, on n'a pas mis de mutex, en fait, sur std_cout ici, ce qui fait que tous les threads peuvent accéder simultanément à la console. Donc c'est bien qu'on l'ait vu ici. C'est le genre de choses qui peut arriver. On va relancer le programme en espérant ne pas avoir trop de problèmes d'affichage. Ok, et on en a toujours. Et ben c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Ce qu'on voit, c'est que les 4 derniers threads à avoir terminé, ce sont les 0, 1, 2, 3. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est plutôt rassurant parce que parmi les 8 threads, ce sont les 4 qui ont la plus faible priorité. Mais c'est quand même une priorité temps réel. Ensuite, ce qu'on voit, c'est même si l'affichage console est un petit peu perturbé, je vous rappelle parce qu'on n'a pas mis de mutex sur les affichages console, on voit qu'on a le 6, le 7, le 4 et le 5 qui ont terminé d'abord. Ça, c'était les threads temps réel de plus haute priorité, donc c'est normal qu'ils aient pu exécuter leur charge de calcul
avant les 4 autres. Alors, et d'ailleurs, un petit rappel, pourquoi est-ce qu'ils vont par bloc de 4 ici? Eh bien, parce qu'on a 4 cœurs de calcul sur le Raspberry Pi 3. Et d'ailleurs, le fait d'avoir 4 cœurs de calcul, ça explique pourquoi ici, par exemple, le thread 0 a terminé son exécution avant le thread 1. Thread 1 a une plus haute priorité temps réel que le thread numéro 0. Mais ces 4-là vont s'exécuter à peu près en même temps sur les 4 cœurs. Et donc, savoir lequel va terminer avant l'autre, c'est une question de hasard, c'est une question des interruptions de l'OS sur chacun des cœurs du CPU. Alors, c'est les choses sous Linux qu'on peut essayer de contrôler parce qu'on peut gérer l'affinité des CPU pour certains process, mais on ne va pas s'amuser à faire ça dans cette vidéo. Et la dernière chose dont je voulais qu'on parle, c'est ce qui se passe lorsque on lance le programme. Vous voyez qu'au début, au niveau des affichages console, on n'a pas toutes les infos qui arrivent. En fait, on a juste les premières lignes qui arrivent pour certains threads qui ont démarré, mais on n'a pas toutes les infos de démarrage de thread qui arrivent au lancement du programme. Alors ça vient du fait que lorsque on lance les threads, ils font un affichage console ici. Mais le truc, c'est que cet affichage console, il va, pour arriver jusqu'à notre machine de développement et dans la console ici, il doit accéder à la carte réseau. Le problème, c'est que ce qu'on fait ici, c'est du temps réel, avec 4 threads temps réel de très très haute priorité. Ces threads de haute priorité, ils ont une priorité plus importante que les interruptions du système, notamment les interruptions de la carte réseau. On a discuté en cours du fait qu'en Linux pré-MTRT, le traitement réel des interruptions matérielles, il est différé dans ce qu'on a appelé des bottom halves, de priorité en général 50. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'au départ, on a bien ces lignes-là qui sont appelées, mais les messages de la console qui sont censés être envoyés via SSH, eh ben, ils seront traités plus tard, parce que là, le CPU, pour l'instant, est occupé à 100% avec nos 4 puis 4 threads temps réel. Et donc, si je voulais insister là-dessus, c'est parce que si vous avez dans vos threads temps réel une boucle infinie, par exemple ici, si on n'a pas de condition de sortie, si on a un bug, eh bien, si vous avez une boucle infinie dans un, ou plutôt dans 4 threads temps réel sur le Raspberry Pi en même temps, votre Raspberry Pi, il est complètement bloqué. Il sera inaccessible et là, vous pouvez juste le débrancher et le redémarrer. Parce qu'un thread temps réel, c'est pas un truc qui peut être arrêté facilement. Et en plus, sur Linux pré-MTRT, les interruptions du réseau, donc c'est-à-dire ce qui va répondre à notre machine de développement ici, elles ont une plus faible priorité que notre thread temps réel. Donc faites vraiment attention à ne pas avoir de boucle infinie de blocage dans 4 threads temps réel en même temps, sinon votre Raspberry Pi, vous serez bon pour le débrancher sauvagement et pour le redémarrer. Pour conclure, un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. D'abord, on a vu comment créer, configurer les attributs et comment lancer des threads POSIX standards. On a vu d'abord des threads qui n'étaient pas temps réel, et puis ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, on a vu comment modifier l'ordonnancement via le scheduler de nos threads. Donc on les a mis en ordonnancement first in, first out, et on a mis des priorités, des hautes priorités temps réel à nos threads, toujours en utilisant l'interface POSIX temps réel. Ce qu'on a vu là, c'était valable uniquement pour des systèmes d'exploitation qui ont des capacités temps réel, comme Linux pré-MTRT, dont on a parlé dans d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos dans cette playlist, notamment sur le C et le C++, temps réel ou pas temps réel d'ailleurs, et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de sortie de ces prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.